athlète français. Il a été sacré champion du monde, d'abord en 1997, puis en 2003. Il officie désormais notamment en tant que consultant pour France Télévisions, une chaîne pour laquelle il commente régulièrement les événements sportifs. C'est Stéphane Diagana que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Lumière Intérieure. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Ariane. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. On est ravis. Alors, comme nous ne sommes pas une chaîne sportive, on ne va pas revenir en détail sur tous vos records, en 400 mètres haies notamment, sur vos réussites, vos blessures, vos forfaits. Mais quand même, ça m'intéressait de savoir ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours. C'est ce qui m'a le plus marqué dans le parcours. Bien sûr, on retient forcément les titres parce que ce sont des moments qui apportent des réponses à de nombreuses questions. C'est un accomplissement forcément, mais je crois que globalement c'est l'histoire en elle-même et ce que le sport m'a permis de découvrir chez les autres, découvrir en moi. En l'occurrence, c'est pas bon de vous interrompre, ça vous a permis de découvrir quoi en vous ? Les ressources que l'on pouvait avoir. Que vous ne soupçonniez pas ? Bien sûr, parce que je n'ai pas commencé l'athlétisme en voulant devenir champion du monde, j'ai commencé parce que j'aimais courir, et ça m'a amené là, par beaucoup de passion, par des rencontres aussi, en poursuivant aussi je dirais, l'envie de faire gagner certaines valeurs. Quand on est dans le sport, on est confronté à des choix, un rapport à la compétition aussi, tout ça, donc finalement c'est, comme je dis, s'entraîner tout un bout de sa vie pour partir d'un point et revenir au même, parce que c'est ça un 400 mètres, en y rajoutant des haies tous les 35 mètres, ça n'a pas beaucoup de sens en soi, mais c'est ce que ça permet d'apprendre qui est important, et c'est ce que je retiendrai. Alors on va plutôt parler, non pas de votre carrière en tant que sportif, ça bien sûr on va en parler, mais plutôt votre reconversion professionnelle, puisque alors même que vous n'aviez plus rien à prouver à personne, vous avez choisi de reprendre des études à l'ESCP, donc l'école de commerce de Paris. Pourquoi ce choix ? Alors en fait j'ai toujours été étudiant. En parallèle, il y a 4 ans où j'ai dû mettre entre parenthèses, j'étais plutôt parti sur des études scientifiques au départ. Je m'entraînais à l'Institut National des Sports et d'Éducation Physique à l'époque, maintenant Institut National des Sports d'Expertise et de la Performance, qui est dans le bois de Vincennes. Et mon entraîneur, Fernand Hurtebise, était très favorable à ce que l'on mène ce qu'on appelle le double projet, à la fois les études, avec des aménagements bien entendu, c'est impossible autrement, et puis mon parcours sportif. Donc plutôt des études scientifiques au début, et puis à la fin, parce que je ne trouvais pas de solution d'aménagement de mes études et aussi parce que je m'orientais vers autre chose, effectivement, j'ai repris mes études plutôt sur la fin de ma carrière. J'avais 29 ans pour refaire le diplôme d'école de management de l'ESCP à Paris en 5 ans et demi au lieu de 3 en fait, avec des aménagements tout à fait adaptés. Alors vous parlez de la fin de votre carrière, à 29 ans, ça peut toujours faire sourire quand on dit fin de ma carrière à 29 ans. Et donc vous avez effectivement arrêté votre carrière d'athlète il y a quoi ? Il y a 16 ans à peu près ? Oui, voilà. J'ai arrêté en même temps, j'ai arrêté en 2004 exactement, donc en même temps que la fin de mes études, et pour moi, je n'avais pas complètement répondu à votre question, mais c'était à la fois pour préparer la suite, parce que comme je dis, on n'a pas la chance des Rolling Stones de pouvoir être sur scène à 70 ans quand on fait du 400 mètres haies, oui. Et puis parce que, donc c'était pour l'après, mais c'est aussi parce que j'étais convaincu que ça m'apportait un équilibre, et que ça me permettait de laisser le sport à la place où je voulais qu'il soit. Je voulais que ce soit un jeu, et que l'enjeu ne soit pas trop important, donc ça n'a pas été compris par tout le monde, parce que c'est vrai qu'on se dit plus on passe de temps à une chose, plus on est performant, mais les dimensions d'équilibre sont aussi à prendre en compte, et la sérénité que j'avais sur le départ des courses, bien sûr, quand je savais que je ne jouais pas ma vie et que j'avais un avenir aussi qui pouvait se construire après, c'était, je pense, un réel plus. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait depuis 16 ans ? Alors depuis 16 ans, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir, en fait, les choses se sont enchaînées. Dès que j'ai arrêté ma carrière, j'ai été sollicité pour être consultant par Canal+. Puis juste après, quelques jours après, par France Télévisions. Bon, j'ai choisi de travailler avec France Télévisions, et ça fait maintenant 16 ans que ça dure. Et puis après, j'ai essayé de rester toujours, bien sûr, en lien avec le sport, mais aussi en intégrant d'autres dimensions que la compétition. Dans le sport, aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont liés à l'activité physique et à la santé. À la santé, oui. On découvre à quel point on est fait pour le mouvement, ça c'est évident, mais on découvre à quel point on a été fait par le mouvement aussi. Et donc j'ai été sollicité par des associations, par des médecins, pour faire la promotion de l'activité physique à des fins de prévention
Donc ça passe par le biais de conférences, vous intervenez pour faire de la sensibilisation? Comment ça se passe? Alors au tout début ça a été ça, c'était sur de la sensibilisation, et puis maintenant je travaille carrément à mettre en place des programmes, puisque j'ai un projet sport-santé, avec une partie sport compétition performance, mais aussi une partie sport santé, en liant les deux, parce qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de transferts à faire de l'un à l'autre, et aussi en travaillant sur des programmes adaptés à des personnes qui sont très éloignées de l'activité physique, mais qui ont besoin, pour leur santé, de pratiquer, notamment des gens qui sont malades chroniques, pour lesquels on sait que l'activité physique est un pilier thérapeutique prouvé, démontré scientifiquement depuis de nombreuses années. Donc il faut créer ces nouvelles pratiques sportives, en fait. C'est précisément ça, votre projet de centre sportif que vous évoquiez, c'est pour ces personnes-là? Exactement. Un projet de campus sport-santé, avec à la fois des gens qui sont passionnés. Aujourd'hui, il y a un engouement pour ces sports de masse que sont le triathlon, le cyclisme, avec des milliers de personnes qui s'inscrivent, bien sûr le running, la course à pied, qui s'inscrivent dans des événements de masse, et souvent c'est une motivation pour se remettre à l'activité physique. Maintenant, ce n'est pas adapté à tout le monde, et il y a des gens qui sont très éloignés de l'activité physique, qui ne vont pas se projeter vers ces pratiques. Et donc l'idée, c'est aussi de mettre en place des programmes accessibles, adaptés, donc co-construits avec des spécialistes de l'activité physique et des médecins, pour à la fois les rendre attractifs, efficaces et sûrs pour des patients qui sont atteints de pathologies. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique, sur le plan thérapeutique, sur le plan préventif aussi, mais sur le plan thérapeutique, est utile pour des gens qui souffrent de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, de diabète, le cancer, de maladies cardiovasculaires, et parce que on découvre le pouvoir qu'a le corps en mouvement sur notre santé. Encore faut-il avoir la motivation, et donc ça passe, j'imagine, par de la sensibilisation, et c'est ce que vous faites. Exactement, la sensibilisation, l'information dans un premier temps, et puis après, quand je parlais de transfert, un athlète, il est motivé dans sa pratique. Pour autant, il a quand même un entraîneur qui va l'accompagner, parce qu'il va y avoir peut-être des baisses de motivation au moment des blessures. Donc lui qui est très motivé par l'activité physique, il a quand même besoin d'être soutenu. Et aujourd'hui, quand on parle de sport santé, puisqu'il y a une loi sport santé sur ordonnance qui est arrivée en 2017, qui invite les médecins à prescrire. À prescrire du sport, donc. À prescrire du sport, bien sûr, tout à fait, de l'activité physique adaptée. On ne peut pas se contenter de dire faites du sport, ou faites pratiquer, augmenter votre niveau d'activité physique. Ce serait aussi inefficace que de dire à un fumeur arrêtez de fumer. Voilà, donc ça s'accompagne, et il faut transférer des savoir-faire d'accompagnement que l'on a dans le sport de haut niveau pour des problématiques de sport santé, mais c'est tout à fait faisable, et on l'a réalisé dans le cadre d'une étude qui s'appelle As du cœur pour des patients coronariens récemment, avec des effets assez positifs et sur la santé et sur le plan médico-économique. Est-ce que vous, quand vous, en tant qu'athlète à l'époque, et même encore aujourd'hui, parce que vous me disiez hors antenne que vous faites à minima 5 heures par semaine de sport, et parfois jusqu'à 12, peut-être même au-delà, vous avez des rituels parce qu'on parlait de la motivation, donc des rituels soit pour vous motiver, soit... Enfin voilà, est-ce que vous avez des rituels? En fait, comme je dis, je n'ai pas des rituels, mais j'ai une bibliothèque de souvenirs heureux, là-haut, vis-à-vis de l'activité physique. Et donc, quand il fait froid, quand il y a un moment où on se dit oh bah tiens, parce que ça arrive à tout le monde, bah non, là c'est un peu sombre, ou il fait froid, ou il pleut un petit peu. Je me rappelle la dernière fois où j'y suis allé, où finalement j'étais heureux de la pluie sur mon visage, que j'avais pas froid, cette liberté-là, et de la douche après. Même pas mal. Voilà, non, c'est même au-delà de ça, c'est même que voilà, ce plaisir est là, et quand on a ce plaisir-là, bah ça vous aide justement à ce moment où il faut lasser les chaussures, ouvrir la porte qui fait un peu froid et qu'on est bien dans son canapé comme ici, ou dans son fauteuil au chaud. Donc c'est tout ça qu'il faut recréer. Je crois qu'il faut, quand on a perdu le goût de l'activité physique, il faut recréer ce goût-là et ce plaisir. Donc ça veut dire qu'il faut y aller par étapes, progressivement, parce qu'au contraire on peut dégoûter les gens sinon. Et alors vous disiez, il y a d'une part le sport santé, puis aussi le sport compétition. Le sport compétition, ça vous a pas trop manqué, le fait d'être d'être dans la compétition, d'être sur le terrain, vous l'avez vécu comme quelque chose de douloureux, ou finalement comme une prise de distance assez salutaire? Alors, il y a le sport de compétition en lui-même, ça j'aurais continué toute ma vie, parce que c'est une sorte de quête, on apprend, on découvre, on est obligé de faire différemment avec l'âge aussi, de trouver une nouvelle stratégie, et donc ça vous oblige à vous entourer de nouvelles compétences, à trouver de nouvelles solutions aussi en vous. Après, tout l'environnement que l'on ne choisit pas finalement quand on fait du sport de compétition, même si j'ai eu de très bonnes relations avec les médias, mais
avec mes partenaires, c'est pas ça, mais les voyages, le fait de partir, quitter sa famille. Quand j'ai arrêté, j'avais un fils qui avait 2 ans, l'autre qui venait de naître. Et donc ça, oui, j'étais bien content de pouvoir prendre de la distance avec... Vous avez 3 enfants, c'est ça? 3 enfants, exactement. 2 garçons et une fille. L'aîné a 17 ans, le deuxième a 16 ans, ils ont 17 mois d'écart, et la petite dernière va avoir 12 ans bientôt. Qui sont sportifs tous les 3 ou... Oui, tous les 3 assez sportifs. Ouais. Ils ont été à bonne école. Je reviens sur l'aspect sport de compétition, parce qu'il y a quelque chose en revanche dans la compétition que vous n'aimez pas du tout, c'est le côté dopage. Vous êtes un fervent militant de la cause anti-dopage. Alors quelle solution on peut apporter face à ces problématiques-là de dopage? Alors il y a 2 choses dans la compétition qui me posaient problème, forcément, c'était ça, le dopage. La deuxième chose, c'est le rapport à l'adversaire. Moi, j'ai toujours considéré que finalement mes adversaires, à partir du moment où ils respectent les règles, c'est la meilleure chance que je pouvais avoir, parce que si je suis obligé d'élever mon niveau, c'est grâce à eux, c'est pas à cause d'eux, c'est grâce à eux. Je dis grâce parce que ça vous oblige à vous découvrir, ça vous fait grandir. À être encore meilleur. À être encore meilleur. Et être encore meilleur, c'est pas que sportivement, ça veut dire c'est en termes de comportement, en termes de rigueur, en termes de capacité à vous projeter sur le long terme. Et tout ça, vous l'apprenez pour la vie, et ça vous sert après. Donc l'adversité, je l'ai vécu comme ça, et quand on me parlait d'un langage guerrier, une année, j'étais classé que 3e au championnat du monde, et très honnêtement, c'était pas un bon résultat par rapport à ce que j'avais fait quelques mois avant. C'était en 1995, l'année où j'avais battu le record d'Europe. Il y avait eu quelques remarques comme ça dans les médias. Il n'y a pas assez le killer instinct, comme on dit, l'esprit tueur, l'esprit guerrier. Et ce vocabulaire vous êtes complètement étranger. Et moi, je disais non, la seule exigence qu'il faut avoir, c'est vis-à-vis de soi-même, et elle doit suffire. Et 2 ans après, quand j'ai été champion du monde, en étant le même, j'étais content de pouvoir le montrer. Et vis-à-vis du dopage, bien sûr, c'est un raccourci, on passe à côté de ça finalement. On donne à quelqu'un d'autre les clés de la performance, même si, en travaillant avec son entraîneur, bien sûr qu'on n'est pas le seul à produire la performance. Il y a l'entraîneur, il y a le chirurgien qui va vous aider dans un moment critique, il y a le kiné, il y a le médecin qui va vous orienter pour de la prévention, pour des choses diverses et variées qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau de performance. Mais le dopage, c'est autre chose, quoi. Le dopage, on n'est plus là, on est dépendant finalement de quelque chose qui nous est complètement extérieur, avec une puissance énorme et des effets énormes. Et je trouve qu'on passe à côté de ce que le sport a à vous apprendre, finalement, parce qu'après, on ne sait pas si c'est le pharmacien qui a réussi ou vous. Et quand on arrête, du coup, on n'a peut-être pas la même confiance en soi et la même confiance dans le travail. Alors vous parlez de confiance, de disposition d'esprit. Vous nous avez expliqué comment entraîner son corps. Son esprit, en revanche, comment est-ce qu'on l'entraîne? Parce qu'il faut quand même un mental d'acier. Oui, alors l'esprit, effectivement, le mental, c'est comme le physique. Quand on dit le physique, le mental, le physique, il y a plein de qualités, il y a plein de dimensions. Beaucoup de dimensions dans le physique. Il y a la souplesse, il y a la puissance, il y a la force, la vitesse. Et il faut une combinaison selon les disciplines différentes de tout ça. Et puis le mental, c'est pareil. Il y a des gens qui ont des qualités mentales pour s'entraîner, pour se projeter dans la durée, mais qui n'ont pas les qualités mentales pour gérer émotionnellement le jour J. Donc la compétition et la recherche de l'excellence dans le sport, mais j'imagine dans beaucoup de domaines, ça va être la même chose, vous oblige à développer beaucoup de qualités. Pour le sport physique et mental, mais avec toute la palette de qualités mentales. Alors ça s'entraîne, on peut travailler avec des personnes pour vous accompagner. Moi, j'avais une très très bonne relation avec mon entraîneur, Fernand Hurtebise, donc j'ai beaucoup échangé avec lui, et ce qui a facilité les choses aussi, c'est qu'il m'a toujours accompagné dans le projet, fait en sorte que je comprenne ce qu'il me proposait. Parce que de l'entraînement, c'est du changement, c'est de la transformation permanente, c'est le changement. On est tous un petit peu réfractaires au départ, parce qu'on aime bien notre confort et nos habitudes. Donc ça nécessite une pédagogie, finalement, du changement. Et j'ai un entraîneur qui était un très bon technicien, mais aussi qui était très bon sur ce plan-là. Et ça, je retiens la leçon, même pour ma vie aujourd'hui, dans mes projets professionnels. Je vois à quel point il est important de partager le projet avec les personnes qui vont devoir le mettre en œuvre et comprendre en quoi ils sont légitimes, en quoi l'objectif est légitime par rapport aux moyens et à leurs compétences qu'ils peuvent mobiliser. Alors vous avez été beaucoup sollicité depuis que vous avez quitté le terrain, que ce soit par des marques ou par des politiques, des marques, que ce soit des marques de running, on ne va pas forcément citer ici, mais enfin voilà, ou par des politiques. Vous avez notamment été investi d'une mission sur le développement du sport universitaire. Ce passage un peu, ces sollicitations politiques, c'est quelque chose que vous avez aimé faire, cette mission, cette réflexion, ce travail de réflexion? Oui, alors j'ai eu des sollicitations
politique plus encore pour vraiment prendre des postes. Ça m'est déjà arrivé. En tout cas, j'ai déjà été interrogé sur. Donc, j'ai pas eu. Je considère pas d'avoir eu d'engagement politique. Je l'ai fait parce que pour moi, d'un point de vue de ma vision citoyenne, c'était important de se pencher sur la question du sport à l'université. Donc, c'était à l'époque Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot, parce qu'il y avait une dimension santé aussi qui m'avait sollicité avec un professeur de Toulouse, le professeur Renaud. Et oui, on a travaillé sur sport université, sur la place de l'activité physique à l'université, et puis aussi la place du sport sur le plan académique aussi. Qu'est-ce que l'on peut justement, comment on peut se servir du sport dans les universités pour développer des compétences nouvelles chez les étudiants. Les anglo-saxons appellent ça souvent les soft skills, et ces compétences molles, si on devait traduire, même si j'aime pas ça, mais qui vont à côté des compétences académiques, mais qui sont très importantes dans la vie de tous les jours. Et le sport a une place dans l'université, dans les pays anglo-saxons, historiquement, bien plus forte que chez nous, parce qu'il est considéré justement pour ce potentiel-là. Ce potentiel à développer d'autres compétences que celles que l'on apprend assis derrière un bureau. Eh bien, écoutez, merci. Vous allez continuer de rester assis, non pas derrière un bureau, mais sur votre fauteuil. En revanche, moi, je vais vous quitter provisoirement. Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout à l'heure. À tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installé, Stéphane ? Parfaitement, Ariane, merci. Formidable. Alors, le principe est très simple. Je vais vous donner différents mots. À charge pour vous de me dire ce qui vous inspire. On commence tout de suite avec enfance. Enfance, bonheur. Voilà. Bonheur, j'ai eu cette chance-là. Je pense que ça a été un point de départ essentiel dans ma vie. Je pense que quand on a une enfance heureuse, les choses sont beaucoup plus simples, et je mesure à quel point ça a été déterminant. J'ai mes deux parents qui ont été aimants, pas toujours très, très proches. Pour ma pratique de l'athlétisme, par exemple, ils m'ont laissé de la distance, mais toujours avec de la bienveillance. Et mon papa, les origines du côté de mon papa sont du côté de la Mauritanie et de l'Afrique. Des marins de profession, c'est ça votre papa ? Voilà, il est arrivé en France à 18 ans, il était engagé dans la marine française, il était à Dakar, puisque c'était la France avant les indépendances. Et donc, il est né français, mais en Afrique. Et il est arrivé à 18 ans, il a rencontré ma maman. Et qui, elle, était institutrice ? Institutrice, exactement, quand il était à Toulon. Et puis voilà, c'est là que leur histoire commune a démarré. Et donc, lui, ses messages étaient très clairs sur le plan humain, il ne parlait pas beaucoup, mais il n'avait pas besoin de parler beaucoup, en fait. Que ce soit les regards ou voilà, les quelques mots suffisaient. Et puis ma maman était un peu plus proche de nous, puisque institutrice, en vacances, elle pouvait passer du temps avec nous. Donc enfance heureuse, dans les Pyrénées où j'ai de la famille du côté de ma maman, en Charente où j'ai de la famille du côté de ma maman, et puis à Val d'Isère aussi, où là aussi j'ai de la famille du côté de ma maman. Donc j'avais beaucoup de chance, beaucoup de chance. Quel type d'éducation est-ce que vos parents vous ont prodigué ? En fait, il y a une éducation qui est très, qui amène à l'autonomie, en fait. Beaucoup de responsabilités. Je me demande parfois, en tant que parent maintenant, si ce n'était pas de l'inconscience, mais je ne leur en veux pas, tout s'est bien passé globalement. Mais une liberté incroyable. J'ai des souvenirs avec mes deux frères aînés et deux cousins de partir à Val d'Isère en montagne tôt le matin avec les lampes frontales, et puis d'aller jusqu'au tout en haut, pour ceux qui connaissent Val d'Isère, sur le lac à Solèze, pour pêcher la truite au petit matin, et on repartait à 18h, il n'y avait pas de téléphone portable, on avait nos sandwichs en totale autonomie. L'aîné de la bande devait avoir à ce moment-là peut-être 15 ans, et puis le plus jeune 11 ou 12 ans, c'était moi. Donc ce sont des choses maintenant qu'on n'oserait même plus, ou alors je sais pas, peut-être que les gens appelleraient la DAS pour nous traiter d'irresponsables en tant que parents. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc beaucoup d'autonomie. Beaucoup de liberté. Est-ce que vous avez une éducation religieuse ou pas du tout ? Alors pas du tout. Mes parents, alors mon grand-père que je n'ai pas connu du côté de mon papa était muezzin, qui appelle les fidèles à la prière
dans l'islam. Et puis, ma maman a eu une éducation catholique, elle a grandi dans le Tarn, mais qu'elle n'a pas poursuivi. Et donc, du coup, nous, on n'a pas eu d'éducation religieuse. Ils nous ont laissé faire notre chemin en matière de rapport à l'autre, de rapport à soi, de rapport à la vie. Voilà, terrain vierge qu'on a défriché au fur et à mesure des rencontres, au fil des rencontres, de nos réflexions, que ce soit moi ou mes deux frères aînés. Je rebondis sur ce terme que vous venez d'utiliser, défricher, voilà, et au fil des rencontres, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? En fait, de toute façon, la spiritualité, elle est... On choisit pas, en fait. On peut choisir, mais d'en avoir ou pas, c'est juste pas possible de pas à un moment se poser des questions sur le sens que l'on veut donner à sa vie, sur le rapport à l'autre, sur des questions qui sont abordées par des religions, mais par des philosophies aussi. Donc, au fil de lectures diverses et variées, de rencontres, on définit une éthique de vie, une conduite, des règles, un cadre. Qui se nourrit toujours de rencontres, de réflexions. Mais c'est ce qui m'a permis de m'orienter. Ça a été ma boussole. Finalement, je me la suis fabriquée au fur et à mesure de cette façon-là. Et c'est pour ça que je dis défricher, parce que j'avais rien en tête. Je suis parti avec une carte vierge. Je regrette pas, en fait. Ça a été une... Et cette boussole que vous évoquez, justement, elle vous a emmené dans quelle direction ? Dans des directions que partagent beaucoup de religions, en fait, sur le rapport à l'autre, sur le fait d'être homme ou femme sur Terre, et en fait de dire comment finalement on donne sens. Et pour moi, on ne peut pas être homme si... J'ai eu deux choses, en fait. J'ai eu mon parcours d'éducation. Ma mère m'a toujours appris l'humilité, à regarder ceux qui avaient moins qu'eux, sans doute du fait de son éducation aussi religieuse. Et le sport m'a appris à regarder en haut et à voir que ce n'était pas incompatible. C'est que finalement, les dimensions de... Pour moi, ce qui fait un homme, c'est son attachement aux autres, son inclusion dans l'humanité, la solidarité, toutes ces dimensions-là. Et puis, c'est ce que j'appellerais un peu le pied gauche, si je devais dire, je devais donner une idée. Et puis, pour avancer, on a besoin d'un pied droit aussi, qui est celui qui a fait l'humanité, qui a relevé des challenges, qui a toujours avancé avec l'envie de s'extraire de sa condition, de s'extraire des limites. Et donc il faut trouver un juste équilibre entre ces deux dimensions, s'affirmer individuellement et savoir être ensemble au sein de cette humanité. Que reste-t-il en vous de l'enfant que vous étiez ? Beaucoup de choses, je pense. J'ai toujours eu l'impression, d'ailleurs, que j'étais un petit peu un adulte en marge, avec des centres d'intérêt qui n'étaient pas... je vous le disais, j'ai déjà eu des sollicitations plutôt politiques que je n'ai pas donné suite et quand j'en parle avec certaines personnes, certains adultes, ils disent « Comment tu as pu refuser ça ?» ou « Comment tu as pu ne pas essayer ?» Je dis « Mais c'est pas mon aspiration, si c'est l'aspiration d'autres personnes, qu'elles y aillent, mais moi non. » Donc j'ai des bonheurs simples en fait, et le statutaire ne m'intéresse pas, le fond m'intéresse toujours plus que la forme et le statut, donc j'essaie de me guider par rapport à ça. Et je pense que c'est un peu l'enfance. C'est une partie de l'enfance de faire les choses, pas pour ce que l'on en perçoit de l'extérieur, mais pour ce que l'on vit, ce que l'on ressent et ce qui vous semble juste. Oui, ce qu'elle vous apporte vraiment, en fait. Exactement. Et justement, on parlait des valeurs, de l'éducation que vous avez reçue. Quelle éducation, quelles valeurs vous avez envie de transmettre à vos propres enfants, à vos 3 enfants ? Un peu toutes les valeurs que m'ont transmises mes parents. Je pense que l'humilité, c'est une belle chose. Maintenant, il ne faut pas qu'elle vous enferme et qu'elle vous prive de chercher à exceller, mais pas exceller pour en mettre plein la vue aux autres, exceller pour ce que ça va vous apporter en termes de développement personnel, de connaissance de vous, de bonheur, de vous affranchir aussi de certaines limites.
mais tout en gardant voilà, les valeurs des valeurs qui sont essentielles à la base, sinon ça ne vaut pas le coup. Donc de respect, d'humilité, voilà, et puis qu'ils aillent chercher leur bonheur à leur façon aussi. Hein, ce sera sans doute une façon très différente de la mienne, et tant mieux. Vous avez parlé tout à l'heure de responsabilité, alors je voulais que vous reveniez sur ce mot. Oui, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Le sport m'a appris ça. J'ai pratiqué dans un sport de mesure et je dirais de mesure assez objective. Et la part de subjectivité dans le sport que j'ai pratiqué est très faible. Donc très vite, vous êtes renvoyé face à votre responsabilité. Un chrono, il n'est pas gentil, il n'est pas méchant. Il vous donne juste un résultat qui exprime une combinaison de travail, donc c'est par l'acquis, et puis d'inné aussi, de qualité innée. Et du coup, quand vous êtes jeune, vous pouvez avoir tendance à vous dire je suis mal noté parce que mon prof m'aime pas, ou mes parents ils me disent ceci parce que voilà, c'est pas juste. Et là, tout à coup, on dit voilà, maintenant tu dois assumer ça, ce résultat, et si tu n'as pas travaillé, tu le sais au fond de toi-même. Même quand on a la chance dans notre sport de pouvoir choisir notre entraîneur, je veux dire, même si ça ne se passe pas bien, on choisit son entraîneur. Donc on est encore responsable, même si c'est une faute potentiellement de l'entraîneur. Moi, j'ai toujours partagé les choses avec mon entraîneur, donc ça ne pouvait pas se regarder sous cet angle-là. Mais voilà, je suis content d'avoir découvert ça très très tôt, de voir la part de responsabilité et donc le corollaire, la capacité d'action que l'on a sur notre propre parcours. Ça, c'est quelque chose d'important. Comme je vous disais, c'est un peu mon pied droit. Voilà. Et voilà, pied gauche, pied droit, je trouve que c'est pas mal pour avancer quand on. Pour un athlète, oui, c'est assez logique. Quand on a cette chance. Vous avez évoqué à l'instant l'importance de compter sur soi-même. Est-ce que vous avez le sentiment que, de manière générale, les gens attendent trop des autres, trop de l'État-providence, attendent trop et comptent pas assez sur eux-mêmes ? Parfois, c'est un petit peu ce que je ressens, et ça me fait mal au cœur parce que dans chaque personne, je suis sûr qu'il y a des ressources extraordinaires. J'en suis persuadé, parce que j'étais pas un surdoué quand j'ai commencé l'athlétisme. J'étais bon, hein, faut pas non plus, mais c'est pas de la fausse modestie, je suis conscient, j'avais un bon niveau, mais je le dis souvent dans les catégories juniors, c'est 18-19 ans, quand mes amis partaient en sélection équipe de France pour des championnats d'Europe ou des championnats du monde junior, moi j'étais toujours limite et j'ai pas pu me qualifier dans ces championnats, donc j'étais pas le premier de la classe, on va dire, sur le plan sportif, ni sur le plan scolaire d'ailleurs. Mais du coup, parfois j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas, avec le travail, avec une réflexion, avec un engagement, la capacité qu'ils ont à changer leur vie. C'est sûr qu'il faut prendre des décisions, faire des choix, parfois même des sacrifices. Mais je trouve ça dommage, en fait, parce qu'en comptant sur l'autre, on reste dans une part d'enfance, finalement, un petit peu dans une... et on n'est pas complètement adulte quand on ne mesure pas à quel point on a une responsabilité, dans le sens où l'on peut agir sur soi-même. Et j'ai des exemples autour de moi. Je lui rends hommage, mais la personne, c'est une amie qui s'est occupée de mes 2 garçons pour les garder quand je travaillais, que ma femme aussi travaillait, qui est dans des conditions difficiles, a élevé ses 4 enfants d'origine camerounaise. Elle a eu la nationalité française ensuite. Elle vivait à Alfortville, dans une banlieue pas forcément très très agréable, et que je vois l'un de ses fils aujourd'hui qui est ingénieur en Angleterre, l'autre, 2 de ses filles qui sont l'une avocate, l'autre juriste, et la 3e qui fait des études en biochimie, qui était il n'y a pas longtemps à San Francisco. Je me dis, on a quand même des capacités, mais ça demande bien sûr de l'engagement, et tous les parents n'ont pas forcément la force de caractère qu'avait Elisabeth, que je salue. Voilà. Et donc voilà, j'ai des exemples autour de moi qui montrent qu'on est capable, et on ne les met pas assez en avant, je pense, ces exemples, dans notre société pour inspirer. Même si je suis conscient qu'il y a des difficultés plus importantes pour certaines catégories de personnes que pour d'autres. Alors vous parliez du pied droit, du pied gauche, de la responsabilité individuelle, de la responsabilité collective. Je voulais glisser, si vous le voulez bien, sur la notion de, tout en restant dans l'idée de responsabilité, mais sur la notion de solidarité. Oui, je pense que c'est
c'est co-substantiel à l'homme, à la notion d'humanité. On n'est pas homme, je veux dire, les bêtes savent l'être au sein de leur espèce. On doit savoir l'être encore mieux que les animaux. Et pourtant, les animaux ont beaucoup de leçons à nous donner encore. Donc je pense qu'il nous reste du travail à faire. Alors je ne suis pas à dire plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. C'est une phrase que j'entends parfois. Non, l'homme a fait beaucoup de parcours. Quand on voit ce qui est fait aujourd'hui pour subvenir à des personnes qui sont en difficulté, qui souffrent de handicap, on a parcouru un long chemin par rapport à la nuit des temps, mais il nous reste encore du chemin à faire et on fait mieux que les animaux parfois, mais pas toujours, et c'est un peu désolant. Oui. Donc la solidarité, pour moi, c'est ça, cette quête du progrès, du dépassement, et la solidarité sont les deux piliers pour moi qui doivent conduire la réflexion en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que citoyen. Vous-même, vous vous êtes déjà investi dans des causes solidaires ? Oui, assez régulièrement. Quand on est sportif, vous savez bien, on est souvent sollicité. Je le fais toujours avec plaisir et comme je dis, ça donne du sens à mes tours de piste, assez égoïstes finalement, et aux heures que j'ai passées à l'entraînement pour quelque chose qui est vain en soi aujourd'hui. Savoir courir un 400 mètres haies dans ma vie de tous les jours, ça ne me sert à rien. Pourtant, j'y ai passé beaucoup de temps. Ça sert à rien à personne. Par contre, c'est la symbolique, c'est les messages que ça peut envoyer et c'est la valeur que ça peut avoir aussi d'exemple pour aider des gens à se dépasser, à sortir de leurs conditions aussi, ou pour je dirais, mettre en avant certaines causes, bien sûr. Et vous pensez que c'est le devoir, la responsabilité justement d'un sportif de s'engager, voire de prendre des positions parfois ? Je ne sais pas si c'est un devoir, en tout cas c'est une option claire qui est entre les mains d'un sportif. Après il s'en saisit ou il ne s'en saisit pas. Moi je me suis servi du sport pour faire avancer certaines valeurs, certaines idées, je vous le disais, par rapport au dopage, mais par rapport au rapport à l'autre, par rapport à l'adversité, à la compétition. Moi j'ai toujours vu la compétition plus comme une opportunité de développement, d'apprentissage que comme un terrain de guerre. Donc, et on peut le voir dans d'autres domaines. On peut transférer ces choses-là dans d'autres domaines. Donc oui, je pense qu'on a la possibilité, une responsabilité, je ne sais pas. À titre personnel, j'ai estimé que j'avais une responsabilité, mais après, si les sportifs estiment qu'ils ne l'ont pas, ça leur appartient finalement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a une opportunité, quand on est sportif, de pouvoir faire passer des messages, s'engager. Vous avez l'air effectivement très solide sur vos deux pieds, le pied droit et le pied gauche, comme vous l'évoquiez. Alors je voulais vous faire réfléchir à la notion de doute. Le doute, c'est un mot que j'aime bien, en fait. C'est un mot que j'aime bien, qui renvoie bien sûr à la notion de confiance. Et en tant que sportif, j'ai appris que le doute pouvait être positif en tant que étudiant en sciences aussi, puisque le doute, c'est ce qui vous permet de remettre en question, c'est ce qui vous permet d'avancer. Donc c'est pour moi potentiellement quelque chose de positif, mais il faut savoir en faire quelque chose de ce doute. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de permanent qui vous empêche d'avancer. Au contraire, il faut que ça vous oriente. Il y a une phase de doute et derrière, ça doit vous orienter vers l'action, vers ce questionnement, vers la quête de réponse, je dirais. Et puis, c'est aussi quelque chose de négatif. Tout dépend du moment où il s'exprime, mais c'est sûr que quand j'étais dans les starting blocks, douter des choix qui devaient être les miens pour la course à courir, non, c'était pas bon. Là, il fallait de la confiance. Donc le doute, c'est positif, mais tout dépend le moment où il s'exprime. On ne peut pas douter dans l'action. Il faut douter avant pour qu'il y ait plus de détermination et de confiance dans l'action ensuite. Vous évoquez le doute essentiellement pour s'orienter par rapport à des projets sportifs, peut-être professionnels, mais sur un plan personnel, est-ce qu'il vous arrive souvent de douter et comment vous gérez ce doute ? Alors sur un plan personnel, oui, je doute dans le sens où je questionne en fait, mais c'est pas quelque chose qui me paralyse. C'est pas un doute, mince là je fais fausse route. C'est globalement...
quand je m'engage sur les choix qui sont les miens aujourd'hui sur le sport santé, j'ai aucun doute sur le fait que c'est à la fois ce qui fait sens pour moi, c'est à la fois ce qui est utile aux autres, et donc il y a du challenge. Donc vous voyez qu'on retrouve les différentes facettes. Il y a un peu de cette compétition, de ce challenge, dépasser des limites, et créer, innover, ce qui est nécessaire dans le sport. Il y a le sens. Parce que aujourd'hui, sur ce plan-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais après, le doute, c'est comment y arriver, par quel biais, quelle rencontre je dois faire, mais c'est pas un doute, je dirais, existentiel, c'est un doute plus méthodologique, je dirais. Est-ce que quand on fait face à des échecs, ce qui peut arriver dans le cadre de compétitions sportives, voilà, j'imagine qu'on est en proie au doute. Est-ce que ce doute vous a parfois fait vaciller, ou est-ce que vous avez toujours réussi à le surmonter ? La fois où j'ai le plus douté, c'était aux Jeux Olympiques de 96 à Atlanta. J'étais blessé, donc j'étais dans les tribunes. Je m'étais blessé peu avant, et l'année d'avant, j'étais numéro 1 mondial sur le plan chronométrique, et donc c'était vraiment l'année où j'espérais être champion olympique. Et malheureusement, tout s'est effondré, une fracture de fatigue, c'est la deuxième au pied droit, donc j'avais déjà eu le pied gauche, et quelques années avant, là, ça a été le pied droit. Et à ce moment-là, je me souviens, quand j'ai vu la course, je me suis dit, mais parce que j'étais déjà en route depuis quelques années pour me dire, bon, je vais aller chercher maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour aller chercher un titre majeur, j'ai un très bon entraîneur, quelqu'un qui m'a expliqué le projet, qui partage les mêmes valeurs, et ça c'était important, avec qui j'avais tissé une relation vraiment de proximité très très forte, et que je vois toujours d'ailleurs, même maintenant, qu'il n'entraîne plus depuis bien longtemps. Et donc 96, c'était l'année où je pouvais vraiment... et là, rien. Et je me suis dit, mais ça se trouve, tu n'auras plus jamais une chance devant toi. Ta carrière, ça se trouve, elle est derrière toi. Tu ne te remettras pas de cette blessure. J'ai pensé comme ça, alors que ce n'était pas du tout mon... Et ça m'a vraiment glacé de penser à ça et de me dire, bah, c'est peut-être fini, il va falloir... Et je me suis dit à ce moment-là, si tu as une chance encore, ne laisse rien au hasard, la fois d'après. Et l'année d'après, je suis champion du monde. Et donc c'est pour ça qu'on apprend à voir les moments difficiles différemment, et ces doutes peuvent être aussi source finalement de moments clés, de prise de conscience qui vont vous apporter finalement la petite chose qui vous manquait. Où est-ce que vous trouvez la sérénité dans les moments où vous doutez, ou les moments où vous avez des moments de... Oui, on peut tous avoir des moments de déprime, ou à défaut de moments de déprime, des moments où ça va moins bien. Qu'est-ce qui vous apporte du réconfort dans ces moments-là ? Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai eu de la chance, j'ai une vie heureuse. Je suis allé aussi chercher des choses, c'est pas que de la chance, mais j'ai quand même eu de la chance, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. J'ai eu un accident de vélo il y a 9 ans, et ça aurait pu être bien plus grave que ça, donc je mesure la chance que j'ai des enfants qui sont en bonne santé, voilà, donc j'ai cette chance-là, ma femme est en bonne santé aussi, on a une vie heureuse, donc cette sérénité, elle vient de là, de se dire de toute façon... Tant que j'ai ça, si tout s'écroule ailleurs, j'ai toujours ça. Et pour moi, c'est aujourd'hui très très important, essentiel. Donc voilà. Après cette sérénité, elle vient. J'ai des amis, bien sûr. J'ai un cercle d'amis proches avec qui je peux partager beaucoup de choses. Donc tout ça, ça m'apporte de la sérénité. Et puis j'ai su très tôt que je voulais faire de l'athlétisme quand j'étais gamin, et j'ai pris mes orientations après, quand j'ai arrêté l'athlétisme, assez vite, en essayant de cheminer vers le bonheur, tout simplement. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas trop trompé. Et je suis heureux, tout simplement, j'ai cette chance-là. Est-ce que, indépendamment du sport, de votre famille, de vos amis, vous avez des loisirs, des choses qui comptent pour vous ? Oui, beaucoup. Le sport prend une place importante, c'est sûr, mais j'écoute beaucoup de musique. C'est quoi la musique qui vous fait vibrer ? Ça dépend de mes humeurs, mais j'aime beaucoup le piano en fait, donc que ce soit dans la musique classique, que ce soit dans le jazz. Vous jouez ? J'ai essayé je m'y suis mis pendant 1 an et demi, et c'était un moment où j'avais envie de
Vous savez, on a envie de jouer du piano, on n'a pas envie d'apprendre à jouer du piano, c'est ça le problème. J'apprenais déjà l'athlétisme, j'apprenais mes cours, et donc quand je rentrais le soir, il fallait encore apprendre. Et donc j'ai pas eu la patience, c'est un grand regret parce que c'est un instrument qui peut m'émouvoir aux larmes. C'est un instrument qui est à la fois rythmique et mélodique, qui peut jouer en percussion, qui peut jouer... Voilà, c'est l'instrument qui m'émeut le plus. Il n'est pas trop tard pour s'y mettre. On avait à votre place récemment Erik Orsena qui s'y est mis à 67 ans. Alors vous voyez. Eh ben voilà, ça me laisse un peu de temps encore. Peut-être que je m'y remettrai, mais il y a une émotion, une résonance avec cet instrument. J'aime beaucoup d'autres instruments, mais celui-là est particulier pour moi. Et donc après, j'aime beaucoup le jazz. Là, j'écoute toutes sortes de musique, ça dépend des humeurs. Là, je rentre du Cap-Vert en vacances, on a fait beaucoup de marches avec les enfants, donc je me réécoute mes disques de Mayra Andrade, qui est une chanteuse capverdienne, Césaria Évora, bien sûr. Ça dépend de ce que je recherche, en fait, et des émotions que je recherche. Ça peut être le reggae, ça peut être le rap avec mes enfants, ça peut être Daft Punk, c'est très varié. Si vous n'aviez pas fait une carrière de sportif, vous auriez fait quoi ? J'aurais aimé faire quoi ? De la recherche, probablement. Parce de la recherche scientifique ? Oui, de la recherche scientifique, oui. La notion de quête me plaît, le sport m'a permis ça. J'ai un de mes frères, j'étais parti sur des études scientifiques et mon frère aîné dirige un institut de recherche en biologie moléculaire. Et donc sur la génétique, sur toutes ces dimensions. Et ça me passionne quand on en parle ensemble. Donc les sciences me passionnent parce que ça ne permet pas de tout comprendre, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et comprendre, c'est important pour se positionner aussi, je pense. Et on mesure la réalité qui nous entoure, on la mesure mieux, on la comprend mieux. Et on la regarde différemment, sans doute. Alors on va terminer avec le mot Bible. Le mot Bible. Alors, j'ai une Bible à la maison, de la même façon que j'ai un Coran. Je ne me suis pas penché sur l'un et sur l'autre beaucoup, un petit peu, parce qu'au-delà de leur dimension religieuse, ce sont des livres qui expliquent le monde et l'humanité aujourd'hui. Ce sont des symboles pour vous, au-delà de... C'est ce que vous êtes en train de dire, au-delà de la dimension religieuse ? Oui, au-delà de la dimension religieuse, elle explique, c'est une part importante de notre culture. Chez nous, la Bible, comme je vous le disais, mais je n'ai pas été éduqué dans la religion, mais le rapport à l'autre, on retrouve énormément de choses, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans d'autres livres qui fondent les religions, la Torah que je ne connais pas ou d'autres, mais ce sont déjà des objets de culture. Avant d'être des objets de religieux, aujourd'hui, ce sont des objets de culture pour comprendre la culture du monde dans lequel on vit. Donc je pense que c'est important, un moment, d'avoir cette envie de feuilleter, de comprendre, ou si ce n'est pas la Bible, de livres qui vont en faire l'exégèse. Donc, Vous disiez tout à l'heure que vos parents respectifs, chacun avec leur religion respective, finalement, s'étaient un petit peu éloignés de ces sujets. Est-ce que vous savez pourquoi ? Alors oui, mon père est arrivé après dans l'armée. Je pense qu'il n'était pas dans un environnement où l'on pratiquait. Et puis après, voilà, il m'a jamais dit vraiment, lui, le rapport qu'il avait. Ma maman m'en a plus parlé. Elle a vécu dans les campagnes. Et je sais jeune, elle a eu du mal à comprendre les comportements de certaines personnes, les agissements qui étaient religieuses, qui venaient se confesser, qui commettaient des choses qu'elle n'appréciait pas. Et elle y a trouvé une forme d'hypocrisie. Donc ça a été pour ça qu'elle n'a pas... Elle s'est détachée. Qu'elle s'est détachée. Elle a trouvé... Elle ne comprenait pas. Alors peut-être qu'elle était jeune pour comprendre qu'il y avait la réalité et l'idéal vers lequel on voulait tendre et qu'il y avait souvent un écart. Mais voilà, c'est ce qu'elle m'a expliqué, j'en sais pas beaucoup plus. Et vous avez le sentiment d'avoir la foi ? Ça dépend ce qu'on appelle la foi. Vous savez, c'était comme Einstein quand on lui demandait est-ce que vous croyez en Dieu ? Il disait dites-moi à quoi vous pensez, je vous dirai ce que j'en pense. Donc c'est difficile parce qu'en fait ce sont des mots qui sont tellement riches et je pense qu'ils prennent un sens tellement différent d'une personne à l'autre que c'est assez difficile de répondre à cette question.
difficile. Alors, pour revenir à la Bible et pour en terminer avec ce mot-là, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui vous touche particulièrement ou dans l'histoire religieuse au sens large ? Des règles de vie qui sont tellement simples mais tellement fortes et tellement évidentes. C'est de pas faire à son prochain ce que l'on ne veut pas qu'on vous fasse à vous. Donc c'est évident, on est homme, donc on doit. C'est cette règle-là. La vie en société, elle n'est pas possible autrement, de ne pas considérer que l'autre a cette même part d'humanité commune que vous. Et que donc, dans vos agissements, vous devez le regarder comme vous-même, finalement, pour comprendre ses réactions, pour comprendre ce qui peut le blesser, parce que ça vous blesserait vous aussi, au-delà de toutes nos différences culturelles, de toutes nos différences d'origine. On a cette part d'humanité commune en nous, et il faut la considérer quand on s'adresse à l'autre, pour comprendre ses réactions, même s'il ne faut pas transposer 100% de ce que l'on est chez l'autre, parce qu'on a une part de différence, mais il faut comprendre cette part d'humanité commune à chacun pour pouvoir interagir de la meilleure des façons. Merci beaucoup, Stéphane Diagana. Merci. Je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup, Stéphane Diagana, pour de vous être ainsi livré. C'était assez touchant ce que vous disiez à la fin sur les grands principes d'humanité dans la Bible. Est-ce qu'il y a une personne, morte ou vivante, connue ou pas connue, légendaire ou réelle, qui vous a particulièrement frappé par son humanité, justement ? Alors, des personnes, effectivement, publiques que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, bien évidemment, des gens comme Nelson Mandela, forcément, mais j'ai eu la chance de rencontrer Sœur Emmanuelle. Oui, sur une réunion à l'école des mines de Douai, où l'école des mines faisait intervenir des personnalités de différents horizons sur différents thèmes. Et donc j'y étais aussi, et j'étais intervenu, et c'était une rencontre, une force à cet âge-là, un rayonnement assez incroyable, une jeunesse dans l'esprit, un optimisme aussi. Donc voilà, il y a des personnes vraiment qui sont au-dessus, quoi, tout simplement. Qui rayonnent. Et le sportif qui vous impressionne le plus, alors ? Le sportif qui m'impressionne le plus, moi je suis assez admiratif de Rafael Nadal. Pour quelle raison ? Il a une force, c'est la première chose que l'on voit, que ce soit sur le terrain, mais une sorte de fragilité, qui combine des choses de douceur aussi dans le rapport à l'autre. Alors quand il est raquette en main, quand on est en face, on ne doit pas trop voir. Mais je trouve que... Et puis bon, ça c'est un travailleur acharné, et voilà, dans ses prises de parole, dans le rapport à la compétition. Et quoi, je retrouve des choses que j'ai vécues par rapport finalement au sens de la pratique sportive dans ses interviews. Et voilà, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ? C'est quoi votre levier ? Me lever le matin, mes oranges pressées déjà. Ouais. Tous les matins, vous prenez des oranges pressées ? Tous les matins, oui. Et puis de les faire pour mes enfants quand je suis à la maison et pour la famille. Et puis... Non, je suis vraiment pas de la nuit, quoi. Ça m'arrive de travailler tard la nuit, mais j'aime le jour, parce que pour moi la vie c'est le jour, voilà. Et bon, il y a des chansons qui sont toutes à l'inverse. J'aime bien Jonas par exemple, qui chante Lune et qui dit le soleil m'ennuie et j'attends la nuit. Moi c'est tout l'inverse. Quand je vais me coucher, j'attends vite parce que le jour ce sont des rencontres, c'est plus riche, quoi, pour moi. La nuit, ça vous ramène plus à la solitude. Donc, j'aime le jour parce que, bien sûr, j'ai des choses à faire, mais il peut y avoir plein d'imprévus, positifs ou négatifs, bien sûr, mais je vois que le positif, et je me dis, voilà, ça va être une nouvelle journée et plein de choses à découvrir. Vous venez d'évoquer la solitude. Est-ce que ça vous fait peur ? Parce que vous avez beaucoup parlé de la dimension collective, de votre famille, de vos amis, de vos enfants. La solitude, c'est quelque chose qui vous inquiète ? Ça m'inquiète pas, parce que je suis loin de ça aujourd'hui. Je comprends que ça puisse être douloureux, mais je pense que si on reste curieux, ouvert, si on continue d'aimer les autres, on n'est jamais seul.
Voilà, si c'est vrai qu'on est un peu misanthrope et qu'on se referme, ben oui, on finit seul, mais il ne faut pas s'en étonner. Mais moi, j'aime les gens a priori. Je me dis que dans chaque personne, il y a une opportunité de rencontre, de découvrir, de voir les choses différemment, de conforter des idées que l'on a, ou au contraire, de les challenger et peut-être de se dire « Ah bah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça ». Et donc c'est un nouvel acquis pour se construire. Donc je vois l'autre plus comme une opportunité que comme une menace et comme un problème au départ. Après, dans la réalité, parfois, voilà. On peut avoir des surprises. Mais de toute façon, je pense que de les voir systématiquement comme des problèmes, et ça vous renferme et ça vous amène à la solitude. Certaines personnes ont avec elles un objet un peu totem, un objet chéri qu'elles baladent d'un endroit à l'autre, qui est plus ou moins un porte-bonheur. Est-ce que vous avez ce genre de choses, un objet qui compte pour vous ? Pas du tout. Non, je suis pas. Vous n'êtes pas superstitieux du tout ? Pas superstitieux, pas trop attaché au matériel. Il y a des choses auxquelles je tiens, mais si, voilà, à un moment j'ai cru que j'avais perdu, je m'étais acheté une montre, elle avait 22 ans, ça signifiait plein de choses, et puis j'ai cru que j'avais perdu, donc j'étais un peu déçu, et puis bon, c'est passé, et puis j'ai retrouvé finalement, donc voilà, je suis pas trop attaché au matériel. C'est une forme de lien que je n'aime pas avoir, parce que ça crée une forme de ça crée une dépendance sinon. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que certains morceaux de piano peuvent vous émouvoir aux larmes. Alors ça m'amusait de savoir, ça m'intéressait plutôt de savoir la dernière fois que vous avez ri et la dernière fois que vous avez pleuré aussi. La dernière fois que j'ai ri, je ris souvent, mais quelle occasion. Je sais pas, on était à table en famille. Mes enfants qui ont dit, j'ai pas de souvenir, et la dernière fois que j'ai pleuré précisément, non, je sais pas. Non, je peux pas vous dire les moments, mais je me souviens, pour de la musique par exemple, avoir pleuré en étant au volant de ma voiture, et tout était réuni, la pluie, et les ambiances étaient toutes cohérentes, et la musique que j'écoutais. Vous pleurez souvent ? Vous êtes souvent rempli par l'émotion de... Non, pas souvent. Ouais. Pas souvent, mais les fois où ce qui m'émeut le plus, c'est ou les souvenirs que j'ai, c'est quand je vois quelqu'un, un ami proche, qui se réalise, je me rappelle sur la piste, sur des compétitions, plus que pour moi en fait. Quand je suis spectateur, je vis mieux ce qui se passe finalement, et donc voilà, des belles émotions pour d'autres. Réellement, on s'était réunis pour un ami qui était malade, et il y avait vraiment une très très belle émotion, et oui, ça, bien sûr, ça touche. On va rester sur le domaine du piano, parce que vous me parliez du piano tout à l'heure. Alors, à part être pianiste, quel est le don de la nature que vous auriez aimé avoir, au-delà de ceux que vous avez déjà? Disons, si j'avais eu celui-là, déjà, je me serais bien contenté de celui-là. Après, on peut toujours rêver au surnaturel, mais si on reste plus terre à terre, celui-là me va bien. Après, non, je suis pas trop... Non, avoir un cerveau bien fait pour faire de la recherche, ouais. Ouais, ça j'aurais bien voulu. La vieillesse, c'est quelque chose qui vous fait peur? Si je vieillis en restant jeune, non, ça va. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, de vieillir en restant jeune. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Diagana d'être venu nous parler de votre parcours, de votre regard sur la vie. Merci à vous, merci de votre invitation. Et merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Bonne soirée.